Nous allons nous intéresser dans ce chapitre aux transferts quantiques d'énergie, c'est-à-dire les transferts d'énergie à l'échelle atomique. Et nous verrons que ces transferts à l'échelle quantique sont à l'origine de différentes émissions de lumière, et l'une d'entre elles aura une application très particulière, le laser, que nous décrirons. En mécanique quantique, on décrit un atome par ses niveaux d'énergie. Dans l'exemple du mercure, le diagramme d'énergie du mercure nous montre les niveaux d'énergie permis pour l'atome de mercure. Tous les autres valeurs d'énergie ne lui sont pas permises. Le niveau d'énergie le plus bas correspond à l'état fondamental du mercure et tous les autres sont appelés niveaux excités. Et en général, l'atome se trouve dans son état fondamental. Et pour que l'atome de mercure puisse passer de son état fondamental à l'un de ses états excités, il faut lui fournir l'énergie correspondant à la différence entre les différents niveaux excités et fondamental. Cette énergie peut lui être fournie soit sous forme de décharge électrique, soit par un rayonnement, c'est-à-dire par un photon qui possède l'énergie correspondant à cet écart énergétique. Et c'est cette dernière situation qui va nous intéresser dans la suite. Considérons un photon incident qui possède l'énergie correspondant à l'écart énergétique entre le premier niveau excité et l'état fondamental. L'énergie de ce photon incident est donc absorbée par le mercure qui passe de son état fondamental au premier niveau excité. Mais l'atome de mercure ne reste pas indéfiniment dans son niveau excité, il revient très rapidement dans son état fondamental en restituant cette énergie sous forme d'un photon. C'est ce que l'on appelle l'émission spontanée. Et la caractéristique de cette émission spontanée, c'est que le photon est émis dans une direction aléatoire, c'est-à-dire qui est complètement indépendante de la direction incidente du photon qui a été responsable de l'absorption. Nous pouvons calculer l'énergie du photon émis lors de la désexcitation de l'atome de mercure grâce à la formule grand E égale h mu, où h est la constante de Planck qui vaut 663 10-34 joules seconde et nu est la fréquence de l'onde. On rappelle que la fréquence de l'onde est reliée à sa longueur d'onde par la relation c sur lambda, où c est la célérité de la lumière dans le vide, si bien que grand E est aussi égal à hc sur lambda. Dans la formule, grand E est en joules, h en joules seconde, la fréquence est en hertz, la célérité de la lumière en mètres par seconde et la longueur d'onde en mètres. On rappelle également que 1 électronvolt est égal à 1,60 10-19 joules. Nous allons appliquer cette formule pour calculer la longueur d'onde du rayonnement correspondant à l'émission de ce photon. Nous allons donc isoler lambda dans l'expression qui est ici. Lambda est donc égal à hc sur grand E. Grand E correspond à la différence d'énergie entre les deux niveaux, c'est-à-dire E1 moins E0, le niveau le plus haut moins le niveau le plus bas. Donc E1 moins E0 ici, il nous suffit maintenant de remplacer par les valeurs numériques. E1 moins E0 en électronvolts est égal à moins 5,74 moins 10,38 et on n'oublie pas de convertir les électronvolts en joules, donc en multipliant l'écart énergétique en électronvolts par 1,70-19 joules, ce qui donne une longueur d'onde de 2,68 10-7 mètres, c'est-à-dire 268 nanomètres. Le rayonnement émis appartient donc au rayonnement ultraviolet. Nous allons voir ici un deuxième mode d'émission lumineuse qu'on appelle l'émission stimulée. Rappelons que dans le cas de l'émission spontanée d'un photon est due à la désexcitation spontanée de l'atome de mercure depuis son niveau excité vers l'état fondamental. Dans le cas de l'émission stimulée, l'émission cette fois-ci est stimulée par un photon incident qui ne sera pas absorbé, mais qui va provoquer l'émission
d'un photon de la part de l'atome qui retourne dans son état fondamental, et la particularité de cette émission est que le photon émis a la même direction que le photon incident. Il y a donc un phénomène d'amplification lumineuse. Lorsqu'il y a des excitations de l'atome de mercure, il y a deux émissions en compétition, l'émission spontanée et l'émission stimulée, et l'émission qui est la plus probable est l'émission spontanée, alors que l'émission stimulée est beaucoup moins probable dans les conditions ordinaires. L'émission stimulée a une application importante de l'émission d'une lumière très particulière, la lumière laser. Dans cet exemple de laser, un matériau optique, ici le cristal de rubis, est entouré d'une lampe flash, et ce matériau optique est à l'intérieur d'une cavité aux extrémités de laquelle se trouvent deux miroirs. Nous allons comprendre ici le rôle de chacun de ces éléments. La lampe flash provoque ce que l'on appelle le pompage optique, c'est-à-dire qu'elle réalise une inversion de population des atomes constituant le matériau optique, c'est-à-dire que l'on va retrouver plus d'atomes sur les niveaux excités que dans l'état fondamental. Et la conséquence directe de cette situation très particulière est de favoriser l'émission stimulée au détriment de l'émission spontanée. Effectivement, les flashs fournissent l'énergie aux atomes du matériau optique pour les faire passer sur un état excité, mais de durée de vie très brève. Par des excitations spontanées, les atomes vont se retrouver sur un niveau excité, mais de durée de vie relativement longue, qu'on appelle un état métastable. Et c'est à partir de cet état métastable que se produit l'émission stimulée lors du passage d'un photon incident. Et c'est ce phénomène de cascade qui est à l'origine de l'amplification lumineuse, renforcée par la présence de part et d'autre du matériau optique de miroirs réfléchissants qui vont renvoyer à l'intérieur du matériau optique les photons. Et un des miroirs étant partiellement réfléchissant, va pouvoir s'échapper de ce miroir la lumière dite laser. Nous allons voir maintenant les différentes propriétés de cette lumière et les applications que l'on peut en faire. Nous avons dit que tous les photons émis par émission stimulée étaient émis dans la même direction, ce qui confère au faisceau lumineux une très grande directivité que l'on met à profit pour réaliser des visées et des mesures de distance très précises. Tous les photons émis par émission stimulée sont émis avec la même énergie, c'est-à-dire avec la même longueur d'onde, ce qui confère au faisceau une très grande monochromaticité que l'on utilise pour la lecture de CD ou bien de code barre. Mais cette amplification lumineuse, qui est également obtenue dans un laser, permet une très forte concentration spatiale et temporelle de l'énergie. La très forte concentration spatiale permet de réaliser des découpes très précises en chirurgie et en métallurgie, c'est-à-dire qu'on localise sur des surfaces très réduites la forte puissance lumineuse du laser, mais on peut également délivrer des puissances lumineuses encore plus fortes sur des durées très courtes. Mais l'application la plus importante de toutes ces propriétés laser reste l'application dans les télécommunications. Effectivement, la lumière utilisée pour propager l'information dans les fibres optiques est bien une lumière laser. Et terminons par le nom laser, qui est un acronyme et qui signifie amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement, c'est-à-dire un acronyme qui résume le mode de production de la lumière laser. Et pour terminer, nous allons prendre un autre exemple de transfert d'énergie à l'échelle atomique, c'est-à-dire quantique, l'exemple d'une molécule. Eh bien, tout comme un atome, une molécule pourrait être décrite en mécanique quantique par ses niveaux d'énergie. Il se trouve que ces niveaux d'énergie, comme ceux de l'atome que nous avons vus, sont des niveaux d'énergie liés aux électrons ici de l'atome et ici aux électrons de la molécule. Mais dans le cas de la molécule, ce diagramme d'énergie sera plus complexe car en plus des niveaux électroniques,
il y a des niveaux dits vibrationnels liés aux vibrations dans une molécule. Effectivement, dans une molécule, les liaisons ne sont pas rigides, mais se comportent un peu comme des ressorts qui peuvent s'étirer, s'allonger, subir des flexions. Et donc à toutes ces liaisons sont associés des modes de vibration différentes, et à tous ces modes de vibration différentes sont associés des niveaux d'énergie propres à cette vibration. Et en fait, dans ce diagramme énergétique de la molécule, les niveaux électroniques se démultiplient en un très grand nombre de niveaux vibrationnels. Et donc l'on voit tout de suite que dans la molécule, le nombre de transferts énergétiques sera beaucoup plus grand que dans celui de l'atome. Et en fonction de la nature du transfert énergétique, selon que l'on s'intéresse à une transition entre niveau électronique ou niveau vibrationnel, eh bien l'énergie et donc le domaine spectral du rayonnement ne sera pas le même. Si on considère des transitions entre niveaux électronique d'une molécule, eh bien l'absorption se fera dans l'UV visible, d'où l'application en chimie de la spectroscopie UV visible, avec notamment la loi de Berlambert. Si on s'intéresse cette fois-ci aux transitions entre niveaux vibrationnels, l'absorption se fera alors dans l'infrarouge, et l'application de cette absorption est la spectroscopie infrarouge pour l'étude des groupes caractéristiques dans une molécule.